Salut, c'est Hugo. Avant qu'on commence, sachez que mercredi dans le gros live, je reçois toute la team de la chaîne du Tatou pour un quiz en direct où vous allez pouvoir les affronter. Et l'invité politique de la semaine, ce sera Nathalie Loiseau, la candidate de la République En Marche aux Européennes. Vous lui poserez toutes vos questions depuis le chat. Bref, ça se passe à 18h30 en direct ce mercredi. Ne ratez pas ça. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas passer à côté. Notre première actu, c'est l'hommage national qui a été rendu mardi matin aux soldats Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, membres du commando de marine Hubert. Ces deux membres des forces spéciales françaises ont été tués au Burkina Faso en libérant 4 otages retenus par des djihadistes. Parmi les otages, 2 étaient français, Patrick Pic et Laurent Lassimouillas. Ils avaient tous été enlevés au Bénin puis envoyés au Burkina Faso et étaient sur le point d'être transférés à un groupe djihadiste au Mali avant d'être sauvés par le commando Hubert. Lors d'une cérémonie d'hommage pour les deux Français, Emmanuel Macron a salué le sacrifice suprême de 2 héros. Le président a également promis de poursuivre sans relâche la lutte contre le terrorisme en France comme à l'étranger. Avec l'opération Barkhane, lancée en août 2014, 4500 soldats français luttent contre les groupes djihadistes au Sahel, zone qui s'affiche actuellement à l'écran. En tout, depuis les années 2000, 231 soldats sont morts pour la France, c'est-à-dire morts dans des opérations extérieures. Les années de 2004 à 2011 ont été particulièrement meurtrières, logique puisque c'est à ce moment-là que les armées françaises étaient le plus engagées en Afghanistan. A noter tout de même que les chiffres publiés ne décomptent que les morts officielles, du coup celles qui n'ont pas été rendues publiques sont forcément exclues. Par exemple, on ne connaît pas le nombre de morts dans des opérations secrètes. Notre deuxième actu, c'est Parcoursup. Les premiers résultats sont tombés cette semaine et les candidats concernés ont été avertis des décisions des établissements. Près de 900 000 candidats s'étaient inscrits sur la plateforme et c'est une explosion par rapport à l'année dernière avec 90 000 demandes de plus. La grande majorité des candidats sont évidemment des lycéens en terminale, mais il y a aussi une augmentation des demandes de réorientation ou de reprise d'études. D'après le gouvernement, cette augmentation s'explique déjà par un meilleur accompagnement et aussi parce qu'il y a plus de formations proposées. Cependant, ça pourrait aussi être dû aux déceptions des étudiants de l'année 2018, car beaucoup n'étaient pas satisfaits des vœux acceptés par Parcoursup. D'ailleurs, 5,6% des candidats n'avaient été acceptés sur aucune formation. Bon, et le problème, il risque de se poser aussi cette année, parce que comme je le disais, autant il y a beaucoup plus de candidats, autant il n'y a pas beaucoup plus de places. En fait, beaucoup d'universités sont déjà en surpopulation. Du coup, pour améliorer le fonctionnement de la plateforme par rapport à l'année dernière et fluidifier la répartition des étudiants, eh bien le système a changé. Déjà, des listes d'attente et d'appel ont été mises en place. En gros, si jamais vous êtes dans la liste d'attente, ça veut dire que votre position évolue au fur et à mesure des désistements des autres candidats mieux placés et vous pouvez potentiellement avoir une bonne surprise chaque jour avec une réponse positive. Autrement, si jamais vous êtes sur la liste d'appel, eh bien votre position sur la liste ne va pas bouger jusqu'à la fin de la procédure principale qui est prévue le 19 juillet 2019. Ensuite, vous aurez peut-être une proposition. En tout cas, cette semaine, la plateforme a connu de nombreux bugs avec notamment la saturation des serveurs et des candidats qui étaient placés tout en haut de la liste d'attente avant que la plateforme ne les descende tout en bas de la liste. En tout cas, bon courage à tous les inscrits sur Parcoursup pour la suite du processus. J'espère sincèrement que vous aurez la formation de votre choix. On va maintenant parler de l'avortement aux États-Unis. Mardi, l'État d'Alabama a interdit la quasi-totalité des interruptions volontaires de grossesse, même en cas d'inceste ou de viol. Les médecins pratiquant un avortement risquent 10 à 99 ans de prison, sauf en cas d'urgence vitale pour la mère ou d'anomalie pouvant entraîner la mort du fœtus. Aux États-Unis, l'avortement est légalisé depuis 1973 et pourtant, partout dans le pays, des États dirigés par une majorité conservatrice adoptent des lois de plus en plus restrictives sur l'IVG. 28 des 50 États américains ont limité l'accès à l'avortement depuis le début de l'année, selon l'Institut Guttmacher qui défend le droit à l'IVG. En fait, si les anti-IVG font voter dans les États des lois plus restrictives, eh bien c'est pour que la Cour suprême, autrement dit l'institution la plus puissante en matière de justice aux États-Unis, tranche la question de l'avortement à l'échelle nationale. Du coup, les anti-IVG espèrent que la Cour suprême, en majorité conservatrice aujourd'hui, sera de leur côté. Aujourd'hui, sur les 9 juges, eh bien 3 semblent être ouverts à remettre en question l'avortement. Bref, dans l'État d'Alabama, la loi devrait être appliquée d'ici 6 mois et une puissante organisation de défense des droits civiques va saisir la justice pour empêcher l'application du texte. Samedi soir, c'était le concours de l'Eurovision à Tel Aviv en Israël, un concours remporté par les Pays-Bas. C'est Bilal Hassani qui représentait la France et le chanteur de 19 ans est arrivé 14e de la compétition sur 26 avec son titre roi. Pour rappel, la France n'a pas gagné la compétition depuis Marie-Myriam en 1977. L'Eurovision, c'est plus qu'un concours musical, c'est l'occasion pour certains pays d'affirmer leur identité
identité et d'améliorer leur image pour booster l'économie et le tourisme. En fait, il faut savoir que le vainqueur organise la compétition suivante et l'Eurovision est donc l'occasion de se donner une bonne image. Par exemple, en 2012, l'Azerbaïdjan s'était montré comme un pays ouvert et tolérant alors qu'il est souvent considéré comme étant une dictature. L'Eurovision peut aussi permettre de faire passer des messages politiques. En 2017, la candidate russe n'avait pas pu participer car l'Ukraine, qui accueillait l'événement, lui avait refusé l'entrée sur le territoire. Les chansons sont aussi parfois engagées et à titre d'exemple, mais il y en a des dizaines, les Français de Madame Monsieur avec leur titre Merci racontaient l'histoire d'une petite fille née sur un bateau humanitaire en Méditerranée. Cette année, la compétition avait lieu à Tel Aviv et Israël comptait sur l'Eurovision pour faire oublier, le temps d'une soirée, le conflit palestinien. Un cessez-le-feu a été signé début mai et la ville était sous haute surveillance pour l'événement. Les candidats islandais ont cependant brandi une écharpe de soutien à la Palestine, mais les caméras ont vite changé de plan. Pour la dernière actu de la semaine, je voulais revenir sur l'enquête de la journaliste Aude What the Fake concernant Lama Fâché et les différentes réactions suite à cette enquête. Lama Fâché, c'est l'une des plus grosses chaînes YouTube en France, elle compte plus de 5 millions d'abonnés. Or, elle pose un certain nombre de soucis, principalement du plagiat massif de vidéos, venant de chaînes anglaises notamment, mais aussi une diffusion de théories du complot douteuses, comme le détaille Aude dans sa vidéo. Le 5 mai, Aude a donc publié une enquête dans laquelle elle se penche sur cette chaîne YouTube avec notamment un objectif, savoir qui se cache derrière. Les témoins qu'elle interroge et qui souhaitent garder leur anonymat pointent du doigt Antoine Blanche-Maison ou Antoine BM, un youtubeur qui propose des formations en ligne et notamment du marketing. Au-delà des témoignages, autre élément de soupçon, Antoine avait un blog il y a quelques années appelé Lama Fâché. Là je vous ai dit les éléments principaux, mais je vous invite à voir la vidéo en intégralité pour voir tous les détails, le lien est dans la description. Face à l'ampleur qu'a pris cette enquête, eh bien plusieurs personnes ont réagi. D'abord, Antoine Blanche-Maison qui dans une vidéo nie en bloc être la personne derrière Lama Fâché, je vous mets le lien de sa vidéo de réponse dans la description, mais ce qui a aussi beaucoup fait parler, c'est la vidéo d'un autre youtubeur, Marketing Mania, et là aussi je vous mets le lien dans la description. Ce dernier, il critique de façon assez cash l'enquête de Aude. Il dit connaître Antoine BM et doute très fortement d'un rôle de sa part dans la chaîne Lama Fâché. Au-delà de ça, il critique les éléments apportés par Aude, à savoir principalement des sources anonymes, qui ne sont selon lui pas suffisantes et qui n'ont pas été amenées de la bonne façon dans la vidéo. Certes, Aude a affirmé qu'il était impossible d'être sûr à 100% que Lama Fâché soit Antoine BM, mais pour Marketing Mania, la vidéo d'Aude donne l'impression qu'il n'y a quasiment aucun doute, et il critique ainsi ce que ça a engendré, à savoir des messages haineux reçus par Antoine. En tout cas, dans la foulée de l'enquête de Aude What the Fake, eh bien Lama Fâché a supprimé un certain nombre de vidéos problématiques qui véhiculaient des théories du complot complètement mensongères. Vendredi, Aude a diffusé un live sur sa chaîne visant à répondre aux questions qui revenaient le plus. Je vous invite à la voir puisque même si elle ne répond pas à la vidéo de Marketing Mania directement, eh bien elle répond à d'autres éléments sur le contexte de l'enquête. Elle insiste notamment sur le fait que, logiquement, et elle a raison sur ce point en l'occurrence, eh bien elle ne peut pas révéler l'identité de ses sources, la protection des sources étant un élément central du journalisme. Cependant, évidemment, libre à chacun de juger si ces éléments sont suffisants pour conclure quoi que ce soit sur Lama Fâché. Bref voilà, je vous laisse vraiment vous faire votre avis sur cette histoire, mais ça me semblait important de faire cette mise au point. Vous étiez nombreux à la demander et j'ai en tout cas essayé d'être le plus factuel possible. On vous tient au courant de tous ces sujets et bien plus encore directement sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste tous les soirs à 18 h. C'est une façon simple et efficace de rester au courant de l'actualité. Vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, donc pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Le débat de la semaine c'est le suivant, êtes-vous favorable, comme l'a évoqué notamment Emmanuel Macron, à l'interdiction de l'anonymat sur internet? Pour participer au débat comme d'habitude, vous le savez, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, vous votez oui, non ou sans opinion, et surtout je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Enfin du coup, rendez-vous mercredi à 18h30 et jusqu'à 21 h pour le live avec Le Tatou et Nathalie Loiseau. Je vous mets le lien du live dans la description, mais pensez à activer les notifications pour ne pas le rater. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.